Vous êtes nombreux à intervenir. Alors, je vous propose d'autres encore, donc par rapport à la liste que j'avais déjà établie. Donc, je vous propose d'appliquer le rythme qui était le nôtre la semaine dernière, donc 2 minutes à chacun, chacune et chacun. Je donne d'abord la parole à Valérie Létard et ensuite à Dominique Estrosi. Valérie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Étant donné le nombre de questions et le temps que nous avons, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur tous les sujets qui ont été évoqués par Madame la Ministre, que je remercie de venir nous présenter ses ambitions pour la politique du logement, je vais donc insister particulièrement sur la question de la réforme d'Action Logement et de l'habilitation à légiférer par ordonnance, qui prévoit, vous l'avez rappelé, une centralisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de la construction, la PEC, qu'on appelle le 1% logement, qui est une réforme qui semble aller dans le bon sens. C'est vrai qu'on pouvait faire le choix, il fallait réformer le 1%, il fallait réformer les organisations qui avaient ces imperfections, on pouvait le faire à l'échelle régionale, il a été choisi de le faire à l'échelle nationale. Toutefois, le recours à un projet de loi d'habilitation laisse forcément quelques questions en suspens, comme les modalités de la redistribution de la collecte de la PEC. Vous l'avez dit, et là-dessus, est-ce que quelques engagements pourraient être donnés au travers de vos propos et être de nature à nous rassurer? Je pense particulièrement déjà à une première chose. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que des représentants des collectivités territoriales pourraient siéger aux côtés des organismes HLM au sein du comité des partenaires, car celui-ci serait associé à la définition des orientations et au suivi de la distribution de la PEC à l'échelle nationale? Pouvez-vous par ailleurs nous indiquer quelles mesures seront prises pour veiller à l'équité de la distribution de la PEC entre les territoires? Pouvez-vous d'autre part nous confirmer que vous donnerez à l'ANCOLS les moyens de mener à bien sa mission de contrôle d'Action Logement, lui permettant notamment d'accéder à certaines données fiscales utiles pour déterminer avec exactitude le nombre d'entreprises qui versent cette contribution, les sommes qui sont collectées et leur redistribution dans les territoires et entre les organismes HLM, puisqu'il sera aussi utile de nous préciser, Madame, c'est nous rassurer sur la redescente aussi de ce qui va remonter. Parce qu'effectivement, ça peut être aussi quelquefois une tentation que de faire en sorte d'avoir une mobilisation pour d'autres enjeux logement. Enfin, pensez-vous que une forme de rapport entre les collectivités qui rassurerait pourrait être des conventions territoriales conclues entre Action Logement et les EPCI compétentes en matière d'aide à la pierre, ce qui rassurerait. Et dernier point, pouvez-vous vous engager à nous transmettre à la Commission le projet d'ordonnance avant sa publication? Ce serait quand même bien parce que ça aurait plutôt tendance, en tout cas, à nous permettre de bien faire notre travail et nous rassurer sur les intentions et en tout cas l'écoute que vous aurez eue des propositions que nous vous ferons. Merci Madame la Ministre. Bien, merci Valérie Létard, à l'égard de qui j'ai eu quelques faiblesses, mais simplement parce qu'elle est rapporteure du texte qui vient devant la Commission la semaine prochaine. Mais la rigueur sera totale à partir de maintenant. Dominique Estrosi, ensuite Michel Squarnec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, quelques questions sur le FNAP qui a été voté dans le cadre de la loi de finances 2016. Où en est-on de sa mise en œuvre? Nous avions obtenu un principe de cogestion et également sur la composition du conseil d'administration. Le projet de décret prévoit la double majorité dans le collège des représentants de l'État, ce qui est complètement différent de ce qui avait été voté. Et donc cette double majorité nous inquiète parce que véritablement ça veut dire qu'il peut y avoir un pouvoir de blocage de la part du collège des représentants de l'État et que la main serait donnée directement une nouvelle fois aux directions centrales des ministères. Sur l'hébergement d'urgence, vous avez donc dit que vous pérenniseriez 2300 places d'hébergement supplémentaires et surtout que vous stopperiez la gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence. Pour autant, on le sait et on le voit loi de finances après loi de finances, que les crédits sont toujours sous-évalués en matière d'hébergement d'urgence. Comment comptez-vous remédier à cette situation avec l'ambition qui est la vôtre en matière d'hébergement d'urgence? Au niveau de l'ANA, vous venez de rappeler que 70 000 logements, vous souhaiteriez passer à 100 000 logements en termes, donc là aussi, on le voit dans les lois de finances, que les crédits qui sont accordés à l'ANA sont des crédits
crédits qui sont toujours insuffisants. Comment, là aussi, faire face à ces objectifs que vous souhaitez augmenter? Qui sera mis à contribution? Est-ce que ce sera Action Logement qui sera mise à contribution? Dans le cadre de la loi de finances 2016, il y avait aussi une réforme sur les conditions d'octroi des APL. Où en sont les décrets d'application? Et puis enfin, sur les rapports, il y a eu 2 rapports sur la mobilisation du foncier privé qui formulaient des propositions essentiellement en matière fiscale. Vous ne les avez pas apparemment retenues, laissant ouvert le fait qu'il y aurait des expertises complémentaires. Est-ce que ces expertises ont été lancées et quand aurons-nous les conclusions? Merci beaucoup Dominique Estrosi. La parole est à Michel Le Squarnec, ensuite Gérard César. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'ai été heureux d'entendre dire que vous étiez à l'écoute. Donc j'espère que c'est le mot-clé. Hein. Si vous nous écoutez, peut-être que demain ça changera. Première question, donc je vais me consacrer surtout à l'étalement urbain et à l'artificialisation des sols, parce qu'il y a dans la loi Allure notamment la question des hameaux, les dents creuses, l'inconstructibilité des dents creuses dans les hameaux. J'ai été sollicité depuis le 1er janvier, presque chaque semaine, par les maires et les associations. Dans le Morbihan, nous avons les spoliés et les plumés, et ils sont nombreux. Des gens qui étaient propriétaires de terrains constructibles et qui ne le sont plus. Il y a bien sûr les maires qui ont besoin de construire aussi, et dans les hameaux, ils ne comprennent pas qu'un terrain qui n'est pas cultivé, mais qui se situe entre 2 maisons, il y en a à l'intérieur donc du hameau, plus de constructibilité possible. Et la loi littorale s'ajoute dessus, se plaque dessus chez nous, et donc interdit également d'augmenter le périmètre, d'accroître le périmètre. On ne construit plus en dehors de ce périmètre, ni à l'intérieur. Autrement dit, tous les hameaux de Bretagne vont vieillir et donc vont mourir petit à petit, s'il n'y a plus de construction possible. Et donc c'est une question très importante, je vous le dis. Beaucoup de maires du Morbihan, et peut-être d'ailleurs, ont pris des... Sur ma proposition d'ailleurs, j'ai envoyé des propositions de prise de vœux pour demander, et Mme Pinel a d'ailleurs répondu à ma lettre, et donc je peux vous lire un petit passage de sa réponse qui nous interroge et qui interroge les maires, et même le préfet du Morbihan qui s'en va maintenant, j'espère que ce n'est pas à cause de ça, indique que maintenant c'est plus difficile pour les services de l'État pour savoir quoi répondre aux maires. Je suis au bout du temps, non? Ah là là. Dans sa lettre, elle reconnaît les incertitudes et le besoin de retravailler le sujet, parce qu'elle a écrit qu'il convient d'amplifier le travail de pédagogie des services déconcentrés de l'État, avant de conclure qu'un des premiers chantiers consistera à qualifier, au regard de l'organisation locale de l'habitat, la notion de hameau, qui est variable d'un territoire à l'autre en plus. Donc il y a un travail à faire sur le hameau. Merci Michel Le Squarnec. La parole est à Gérard César, ensuite Henri Cabanel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi je vous interrogerai sur les crédits ANA. Nous avons dans beaucoup de secteurs des opérations que nous appelons OPH, à cheval et avec des conventions sur plusieurs intercommunalités. Aujourd'hui, les difficultés sont telles que nous n'arrivons pas à fournir en particulier les crédits ANA. Le comité de pilotage s'arrache les cheveux parce qu'aujourd'hui, tout est bloqué parce qu'il y a un manque de crédit de l'ANA. Et les collectivités qui sont la région, le département et aussi les CDC qui cofinancent ne peuvent plus fonctionner. Donc nous avons aujourd'hui des dossiers en panne au titre des propriétaires occupants, mais aussi, surtout, au titre des logements insalubres ou vétustes. Donc c'est important de pouvoir avoir ces crédits ANA pour débloquer la situation. J'ajoute que si ces crédits étaient débloqués, ça permettrait justement de pouvoir avoir dans nos campagnes, dans le monde rural, un certain nombre de logements qui ne seraient plus insalubres, et c'est aussi un facteur de lutte contre la délinquance. Donc ça me paraît très important de le souligner. Et donc, où en êtes-vous pour débloquer ces crédits? Parce que vous avez dit que vous avez doublé les crédits ANA, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait beaucoup plus, et ça correspond à ce que dit mon collègue, M. Le Squarnec. Merci Gérard César, exercice d'autodiscipline. Henri Cabanel a la parole et ensuite Joël Labbé. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes propos iront sur les communes périurbaines. En effet, dans mon département, dans l'Hérault, beaucoup de villages autour des agglomérations se voient confrontés à une augmentation de population forte,
mais malheureusement, les maires sont confrontés à la désertification des cœurs de villages. Ces villages qui sont souvent avec des églises classées, dont viennent s'ajouter aussi les architectes des bâtiments de France. Ces villages, des cœurs de villages qui sont confrontés à tout un tas de difficultés, problèmes d'accès, problèmes de stationnement, problèmes d'habitation qui ne sont plus adaptés. Et ces maires qui souhaiteraient, à travers ces cœurs de ville, pouvoir mettre des logements sociaux, se trouvent confrontés aussi à des bailleurs sociaux qui construisent plutôt en périphérie parce que effectivement c'est moins coûteux. Donc ce qui impose donc une consommation des terres agricoles et donc une désertification qui aujourd'hui est un constat. Et quand on parle de désertification, il y a les commerces qui suivent avec. Donc moi, je voulais savoir quelles sont, d'après vous, les solutions qui peuvent être apportées à cette désertification, car nombreux sont les maires dans cette difficulté sur mon territoire. Merci Henri Cabanel. La parole est à Joël Labbé, ensuite à Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord merci de votre exposé concis et du ton déterminé qui est le vôtre pour avancer, continuer d'avancer dans ce domaine du logement. Je voudrais vous parler d'une problématique très particulière, mais on en a beaucoup en Morbihan et en Bretagne, de ces communes qui sont victimes, de par l'histoire, d'une forme d'étalement urbain, où la partie agglomérée du bourg représente un faible pourcentage de la population, et donc voir si on pouvait creuser l'idée de calculer le nombre de logements, non pas sur la totalité des résidences principales, mais sur le nombre de résidences principales agglomérées. Alors je sais que c'est un particularisme, mais comme on va aller vers l'augmentation des exigences par rapport au pourcentage de logements sociaux, et qu'il y a lieu d'ailleurs de pénaliser, ces communes qui sont volontaires mais qui sont coincées seraient victimes collatérales d'une politique. Voilà donc ma question par rapport à ces communes-là. Est-ce que cette idée de prendre en compte la population, enfin les résidences, le nombre de résidences agglomérées pour calculer le nombre de logements sociaux, qui pourrait aller au-delà du pourcentage, du véritable pourcentage des logements, des résidences principales, mais pas au niveau total, parce qu'elles se retrouvent dans la situation d'être obligées de ne plus faire que du logement social, parce qu'elles ne peuvent plus développer, à juste titre, leur village ou hameau en dehors du cœur de bourg. Merci Joël Labbé. La parole est à Yannick Vaugrenard et ensuite Daniel Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de votre présentation. 3 questions. La première, un constat. La construction neuve semble renouer légèrement avec la croissance, puisqu'au premier trimestre de cette année 2016, elle était en augmentation de 1,5%, alors qu'elle était en diminution l'an passé de 6%. Mais au-delà de ça, c'est surtout la signature des nouveaux permis de construire qui est intéressante, puisqu'il y a une évolution de 7,7% sur un an. Donc on voit bien les conséquences bénéfiques que cela peut avoir sur l'emploi quand on sait qu'au niveau de la construction du bâtiment et travaux publics, les emplois induits sont extrêmement importants. Donc avez-vous d'autres signes qui iraient dans la même direction ou est-ce que c'est seulement une hirondelle qui ne ferait pas forcément le printemps? Deuxième question, nous souhaitons tous qu'il y ait une meilleure répartition du logement social sur le territoire. Et mon interrogation et mon inquiétude rejoint un peu celle d'Henri Cabanel tout à l'heure. Trop souvent, des maires du secteur rural le disent sur mon département de Loire-Atlantique, qui est aussi par ailleurs relativement urbain. Il y a des difficultés à trouver soit des offices, soit des sociétés d'HLM pour faire des petites opérations. Donc, comment votre ministère peut intervenir pour permettre justement que, y compris dans les petites opérations, les organismes HLM s'engagent pour permettre une meilleure répartition sociale sur l'ensemble de notre territoire? Ensuite, dernière question, lorsque les communes, parce que ça arrive, ne respectent pas leurs obligations, les préfets maintenant ont la possibilité de délivrer eux-mêmes des permis de construire. Est-ce que vous avez une idée du nombre de permis de construire qui ont été délivrés dans ce cadre-là? Et puis, de même, un dispositif financier incitatif a été mis en place pour les maires bâtisseurs et est aujourd'hui opérationnel. Pouvez-vous nous dire quels sont les effets de ces dispositifs sur la construction du logement social? Merci Yannick Vaugrenard. La parole est à Daniel Dubois et ensuite à Delphine Bataille. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question finalement est assez simple et elle rejoint les réflexions d'un certain nombre de nos collègues. Peut-on encore construire en milieu rural?
peut-on encore construire en milieu rural? Et ma question a finalement beaucoup d'importance. Ça vous a pas échappé, Madame la Ministre, la ruralité, on en parle partout, tous les élus sont extrêmement inquiets, le sous-équipement de la ruralité. Mais moi, je vous pose une autre question, tout simplement. L'équipement, c'est un fait, le sous-équipement est un fait, mais c'est le vieillissement de la population qui est une réalité. Et que si demain, de nouvelles familles ne peuvent plus s'installer dans nos communes, à quoi ça sert de construire des écoles? À quoi ça sert, de faire, des maisons médicales? À quoi ça sert, de faire du numérique? Alors, il faut avoir une cohérence d'ensemble au niveau des politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la relance, Madame la Ministre. Mais la relance, si vous voulez, quand on a des taux d'intérêt aussi bas, et je rappelle aussi que le PTZ, qui a été à un moment donné uniquement localisé sur les centres-bourgs, a ensuite été localisé sur tout le territoire, a été effectivement un élément de relance. Sauf qu'aujourd'hui, même la dent creuse, dont a parlé notre collègue tout à l'heure, n'est plus constructible. J'aurais dû vous amener des renseignements et des dossiers, Madame la Ministre. Je ne fais pas une permanence de sénateurs sans que des maires viennent me voir, en donnant des avis de CDCA négatifs, alors que ce sont des dents creuses qui sont dans les communes, qui sont entourées de logements. Cela n'est plus acceptable. Je voudrais vous le dire, et moi je peux prendre ici un engagement très clair, Madame la Ministre. Je vais faire, alors que j'avais toujours hésité à le faire, je vais faire un questionnaire à tous les maires ruraux de mon département, et je vais leur demander ce qu'ils pensent aujourd'hui du comportement de la DDTM, de la Somme, pour ne pas la nommer, par rapport au comportement de la CDCA, et sur l'impossibilité de construire aujourd'hui des habitations en milieu rural. Bien, merci Daniel Dubois. La parole est à Delphine Bataille et ensuite Daniel Grémillet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la mobilisation des collectivités locales, nous en sommes tous d'accord, est essentielle pour la relance de la construction. Vous avez d'ailleurs annoncé des chiffres encourageants pour ce secteur il y a quelques jours. Les pénalités renforcées de la loi SRU sont appliquées depuis un peu plus d'un an maintenant. Et les préfets peuvent délivrer des permis de construire dans les communes qui ne respectent pas leurs obligations. Dans le même temps, cela favorise le développement de l'emploi, comme l'a rappelé mon collègue Yannick Vaugrenard. Alors ma question ira dans le même sens. Par ailleurs, le dispositif financier incitatif pour les maires bâtisseurs est opérationnel. Alors même si c'est très récent, je voudrais savoir si vous pouvez d'ores et déjà en mesurer les effets. Et enfin, de nombreux maires ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif, notamment dans le département du Nord. Mais il se trouve que, selon le comité des finances locales, moins de 700 communes pourraient bénéficier de ce dispositif, compte tenu des 3 critères cumulatifs d'éligibilité à ce fonds. Je voudrais savoir si vous envisagez, après un premier bilan d'utilisation de ce fonds, d'assouplir ces critères pour qu'ils bénéficient à un plus grand nombre de communes. Je vous remercie. Merci Delphine Bataille. La parole est à Daniel Grémillet, ensuite Jean-Pierre Bozino. Oui, Président. Madame la Ministre, je vais être très bref, parce que sur les 3 questions, il y en a 2 qui ont été posées. L'une de Dominique Estrosi sur l'aspect fiscalité, parce que c'est une vraie question, et la deuxième par Gérard César concernant les crédits de l'ANA. La troisième, elle est simple. Je souhaiterais vous entendre un peu plus sur effectivement le bâti et la reprise, notamment en milieu rural. Il y a beaucoup de bâtis inoccupés qui n'a plus de fonction, qui a perdu ses raisons d'être, etc., qui sont des verrues. C'est un vrai problème pour bon nombre de maires. Ça enlève beaucoup. C'est le même problème qu'en milieu urbain, en fait. Mais je vous ai peu entendu sur cet aspect-là. Il y a une véritable action incitative à conduire au niveau de la reprise en main du bâti en milieu rural. Merci Daniel Grémillet. La parole est à Jean-Pierre Bozino et ensuite Philippe Leroy. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais faire le lien entre la question de l'aide à la pierre et ce qu'on appelle encore le 1%, 0,45 en réalité. Parce que, vous le savez, nous sommes très attachés à cette question de l'aide à la pierre. Nous avons même déposé une proposition de loi qui a suscité un débat très important autour du logement il y a quelques mois de cela. Et aujourd'hui, on a le sentiment, d'autant plus que vous avez
confirmer le dispositif Pinel que rien ne change. En réalité, on continue d'une certaine façon à siphonner le 1%, parce qu'il y a eu le renouvellement urbain. Maintenant, on veut aller encore un peu plus loin avec le 1%, qui, je rappelle, normalement doit être géré paritairement. Et donc, moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que, en dehors de ce que vous avez prévu d'aller chercher dans le 1%, en plus, qui va devenir le constructeur principal, d'une certaine façon, puisque c'est que le 1% qu'on construit le plus, puisque l'État ne met plus d'argent, est-ce qu'il y a d'autres mesures de prévues? Et puis une question sur les expulsions, parce que vous avez parlé du DALO, vous avez parlé justement des places en hôtel, mais il me semble avoir entendu, à une époque où vous n'étiez pas forcément ministre, que vous considériez les expulsions comme un échec et que ça coûtait excessivement cher à l'État et qu'il fallait aller vers un moratoire. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Merci, Zino. La parole est à Philippe Leroy et ensuite à Gérard Bailly. Oui, dans le projet d'ordonnance sur le 1%, je reviens sur une question qui a été posée à 2 ou 3 reprises. Il faudrait que l'État nous indique ses intentions sur la façon dont il capte une partie des ressources du 1%. Parce que l'État finance avec le 1% des actions qui n'avaient rien à voir avec l'objectif initial. Donc il faudrait peut-être rappeler quel est l'objectif exact de ce 1%. Il n'est pas là pour subvenir aux besoins de l'État en allégeant le budget. Deuxième question, les collectivités locales étaient intéressées par la répartition des logements, les politiques logements, au travers des PDH, PRH ou comités ou plans locaux de l'urbanisme, ou je ne sais plus comment, PLH. On n'en parle plus du tout, ou peu. Vous n'en parlez pas. Je pense qu'il serait utile de rappeler le rôle éminent que devraient jouer les collectivités en cascade dans ces politiques, de façon à ce que ne soit pas déterminé uniquement par l'administration. Ça, il y a un oubli des collectivités locales. Dernière question, c'est sur l'eau sociale. Les très très pauvres et très démunis bénéficient du DALO, ou des logements d'urgence, enfin peu importe. Des choses importantes, mais qui s'intéressent aux plus démunis. Les gens normaux bénéficient du logement social. Et présente toutes les garanties. Mais il y a toute une frange de la population qui est pas suffisamment riche pour bénéficier du logement social et trop riche pour bénéficier du DALO. Et ces gens-là, moi j'en ai qui habitent à côté de chez moi. Et je vous invite à y venir. Ces pauvres gens-là, qui ont toutes les difficultés de la terre, des difficultés sociales de toute nature, qui sont aidés de tous, la PMI, la protection de l'enfance, les aides sociales, ces gens-là, en fait, sont laissés aux mains des pourvoyeurs de sommeil. Et c'est honteux. Donc j'aimerais un peu qu'on se préoccupe de cette question. Merci Philippe Leroy. La parole est à Gérard Bailly, ensuite Henri Tandonnet. Bien, point d'abord sur la protection des terres agricoles. Personnellement, je pense qu'on ne fait pas assez la priorité sur les moins bons terrains agricoles. Parce que c'est vrai, quand on voit surtout les surfaces commerciales qui se bâtissent sur des trucs très plats, des bonnes terres agricoles sorties de ville, et qu'il y aura quand même des possibilités. Je voudrais, même mon deuxième point, puisque j'ai vraiment que 2 minutes, essayer de répondre à M. Levarnet et un autre collègue Dubois. Moi, j'ai une note ici de la DDT du Jura que j'aurais jamais dû avoir dans les mains. Mais quand même, quand elle donne les consignes pour la suite au dernier recensement de l'INSEE, cette situation démontrée par les dernières données de l'INSEE montre la pérennité des pôles structurants disposant des équipements, des services et des commerces associés qui font vivre le territoire rural environnant. Et d'autre part, la question de la consommation des espaces et des déplacements avec la problématique énergétique. Dans ces conditions, il semble essentiel de remettre en œuvre des dispositifs qui permettent aux populations de réinvestir les bourgs-centres au plus près des pôles d'emploi, de services et de commerce, production de logements sociaux et adaptés aux personnes âgées, réhabilitation du patrimoine
patrimoine ancien, opaque, repérable, et tongreuse. Moi, c'est pour ça que je me suis posé des questions et des années. Pourquoi, pour aller comme c'est dans le sens de tout à l'heure, pourquoi les maires sont toujours à venir nous voir, notre certificat d'urbanisme a été refusé, pourquoi on ne peut plus se construire? J'ai été plusieurs fois montré au préfet ou au secrétaire général de la préfecture sur le terrain, c'est pas une terre agricole, regardez, il y a une maison de chaque côté, non, donc il n'y a pas de raison pour pas remettre, mais c'est parce qu'on veut remettre les gens dans les bourgs et on veut plus qu'ils habitent dans nos campagnes. Madame le ministre, qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est votre volonté? Je crois que nous aurons une réponse dans quelques instants. La parole, merci Gérard Bailly. La parole est à Henri Tandonnet et ensuite à Marie-Noëlle Lienemann. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je voulais vous poser deux questions, notamment une question sur l'obligation pour les communes de créer du logement social dans les communes de plus de 3500 habitants. Je voulais savoir s'il n'était pas temps de changer la façon de raisonner, dans la mesure à l'heure actuelle où on travaille au niveau de l'intercommunalité avec un schéma de cohérence territoriale, un PLU intercommunal, un PLH, un plan de déplacement urbain, et après avoir travaillé sur l'ensemble de l'intercommunalité avec ces outils cohérents, on vous demande de raisonner sur le logement social avec des obligations communes par commune, avec des communes, quelquefois sur le territoire, qui sont très handicapées, parce que des communes qui sont soumises à des PPRI, inondations ou glissements de terrain. Voilà, donc moi je vous pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de logiciel? Et lorsque l'intercommunalité a fait cet effort de cohérence, de ne pas raisonner en création de logements sociaux suffisamment pertinent et de le répartir sur l'ensemble du territoire, notamment sur des communes souvent de la première ou de la deuxième couronne, où il y a très peu de logements locatifs, où on n'est qu'avec des propriétaires occupants, et c'est tout juste il y a 1 ou 2% de logements locatifs. Donc cette question, je vous l'ai déjà posée par écrit, j'ai l'occasion de vous la poser par oral. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse assouplir cette règle dans la mesure où la production de logements sociaux serait plus importante puisqu'elle couvrirait un territoire plus grand avec des communes volontaires. Et la deuxième question qui est complémentaire, vous savez que les EPF locaux sont des outils importants pour le portage foncier, notamment à l'heure où les budgets des communes sont assez faibles. Et donc le PFL peut porter cet immobilier, ce foncier, pour des opérations qui vont être faites dans 3 ou 4 ans. Voilà, donc je vous pose la question de savoir pourquoi, à l'heure actuelle, on interdit l'agrandissement de ces EPFL locaux, comme on l'a vu en Midi-Pyrénées, dans le Tarn. Voilà, et quels étaient les moyens pour permettre ces agrandissements. Merci Henri Tandonnet. La parole est à Marie-Noëlle Lienemann, ensuite Roland Courteau. Oui, Madame la Ministre, merci de votre présentation. Le Président de la République a annoncé toute une série de mesures et peut-être serait-il utile d'en avoir maintenant une idée de quand ça va se mettre en œuvre. Premièrement, les prêts de haut de bilan. Vous avez dit que c'était en discussion, mais vous voyez bien que les organismes HLM sont particulièrement attentifs au délai qui va être retenu pour cela. Je ne reprends pas la question de Mme Estrosi sur le FNAP. Vous savez ce que j'en pense. Deuxièmement, la foncière qui doit être créée par la Caisse des dépôts et consignations. Quand avons-nous l'espoir de pouvoir la voir naître et quelles sont à peu près les missions que vous jugez utile de lui confier? Troisièmement, le président, dans le plan en faveur de la jeunesse, a proposé l'élargissement de la garantie et du cautionnement. C'est donc un élargissement par rapport à Visal. Qui va payer et comment? Quatrièmement, le président a bien insisté, ou le Premier ministre, je ne sais plus, sur la nécessité de poursuivre l'investissement locatif privé dit Pinel. Néanmoins, il ne vous a pas échappé que toute une série d'études, notamment de la Cour des comptes et ailleurs, montrent que l'occupation de ces logements en investissement locatif aidés par l'État ne sont pas toujours utilisés et occupés par des personnes correspondant au plafond de ressources qui est prévu dans le dispositif. Quelles sont les mesures de contrôle? Parce qu'on contrôle les HLM, beaucoup, à juste titre, mais il y a, à ma connaissance, un très faible contrôle de si l'investissement locatif répond bien aux exigences qui lui ont été posées. Et il me semble même qu'une étude a été réalisée, qu'elle n'a toujours pas été rendue publique. Pensez-vous nécessaire de la rendre publique aux sénateurs et aux parlementaires?
parce que ça éclairerait aussi les conditions à mettre pour que ces aides fiscales puissent être soutenues. Et je termine. Merci. Avez-vous l'intention d'avoir un dispositif, mais on en parlera sans doute dans la loi égalité et citoyenneté, un dispositif qui permette aux organismes HLM, dans des endroits où les logements sont trop chers au regard de l'exigence de mixité sociale, de pouvoir financer une sorte de déclassement du logement HLM classique en PLAI, et donc d'être aidé dans cette politique. Merci, je ne crois pas, chers collègues, que j'ai été plus long que mes collègues. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Faute avouée, ta demi pardonnée. La parole est au président Roland Courteau et ensuite à Franck Montaugé. Merci, Monsieur le Président. Oui, la question de la mobilisation du foncier reste une priorité de la politique du logement. Et on me dit que vous avez reçu un rapport sur les préconisations pour mobiliser également le foncier privé. Alors, si cela n'est pas prématuré, quelles sont les principales pistes d'action dégagées par ce rapport? Deuxième problème, les femmes victimes de violences. Vous avez évoqué ce problème-là. Le logement est l'une des conditions de réinsertion et, j'allais dire, de reconstruction de la part de ces femmes. Pouvez-vous me dire exactement si nous parvenons à satisfaire les besoins et si véritablement la loi de 2010 est bien appliquée à travers justement la signature de conventions qui étaient prévues par certains articles de cette même loi. Troisième point, et le dernier, vous avez évoqué la montée du niveau des mers. Merci de prendre en compte ce problème majeur. C'est vrai que c'est un problème qui est général, qui est valable partout, et notamment en Languedoc-Roussillon, où les experts estiment à des sommes énorme le coût en termes de logements détruits à l'horizon de quelques décennies, peut-être même 2 ou 3 décennies. Alors comment vont se passer les choses face à ce problème-là? Et a-t-on déjà réfléchi à cette question, car le réchauffement et la montée du niveau des mers est inévitable. Le mal est déjà fait en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Merci. Très bien, merci. Franck Montaugé. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre exposé. Ma question portera sur la réhabilitation des centres anciens, mais le propos peut être élargi sur certains aspects au centre-bourg de nos ruralités. Dans une perspective de maîtrise de l'étalement urbain, d'augmentation de la mixité sociale dans l'habitat collectif, et également de reconquête des centres-villes anciens dont les immeubles sont souvent vides depuis de nombreuses décennies, et compte tenu du coût très élevé de ce type de réhabilitation, des coûts souvent de réhabilitation très supérieurs au coût du neuf, les établissements publics fonciers peuvent-ils ou pourraient-ils, moyennant adaptation, jouer un rôle de portage de ce bâti? Première question, et quels dispositifs financiers ou fiscaux incitatifs, suffisamment incitatifs, pourraient être envisagés pour traiter ces centres-villes anciens, même, et là la remarque est importante, en situation de marché locatif ou d'acquisition détendue? Merci. Merci. Anne-Catherine Loisier, pardon. Et après Bruno Suido, qui se prépare dans les starting blocks. On ne t'entend pas. Intervention de mes collègues concernant la constructibilité en zone rurale, et c'est vrai qu'on est confronté aujourd'hui régulièrement à des jeunes couples qui viennent nous voir pour construire. Ils ne peuvent pas construire dans les hameaux. On leur préconise de construire en centre-bourg. Pour peu qu'on soit dans un domaine protégé classé, on arrive tout de suite dans des surcoûts. C'est donc mission impossible. Donc la problématique pour les ruraux, c'est clairement aujourd'hui comment allons-nous renouveler nos populations. Deuxième petite question qui concerne en fait l'interprétation sur l'application des SCOT. J'aimerais quelques éclaircissements là-dessus, Madame la Ministre, parce qu'on a des DDT qui nous disent écoutez, vous avez beau être dans une zone rurale avec moins de 15 habitants au kilomètre carré, sans aucune pression foncière, il va falloir quand même que vous fassiez un schéma de cohérence territoriale. J'avoue que la cohérence, nous on la vit au quotidien, on se voit tous les jours et on se dit clairement les choses. Quand on a des densités aussi faibles au sein des communautés de communes, on n'a pas forcément besoin de rajouter encore un empilage de schémas qui en plus coûtent assez cher en frais d'études dans des zones
zones rurales où les finances ne sont pas en très bonne santé. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Devons-nous systématiquement faire des SCOT et on nous brandit la menace, si vous n'avez pas un SCOT, vous serez en urbanisation limitée. Alors en fait, ça veut dire quoi? Parce que comme c'est déjà très limité aujourd'hui, voilà, merci. Bruno Sido. Oui, merci Monsieur le Président. Trois questions qui s'enchaînent les unes dans les autres. Quand les communes rurales qui se vident n'ont pas réalisé leur PLU, qui deviennent d'ailleurs des PLUI, ce qui rallonge encore la procédure, on ne peut pas construire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire quand même quand il y a un jeune ménage, précisément du village, qui a envie de construire, pour donner des dérogations et permettre de construire? Parce que la DDT, effectivement, est très raide, très rigoureuse sur cette question. Deuxième question, les maisons durent plus longtemps que les hommes. Et quand il y a des succès, surtout les maisons solides, et qui ont un siècle parfois, voire plus, il y a des successions qui se font mal, qui ne se règlent jamais. Et finalement, on a des maisons vides dans les villages. Est-ce qu'il n'y aurait pas façon de réfléchir à un dispositif pour accélérer ces successions, par exemple un impôt sur les jeux, etc. Et ces maisons qui sont vides vieillissent et finalement deviennent ruines. Et les maires, ruines dangereuses. Et les maires ne peuvent rien faire contre ces ruines. Ils ne peuvent pas les acheter, ils ne peuvent pas, etc. Ils peuvent que mettre un ruban autour en disant attention, ou changer de trottoir quand il y en a un. N'y aurait-il pas un dispositif nécessaire pour traiter ces problèmes de ruines? Merci Bruno. Dernier intervenant, Michel Houel. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a une mesure qui me semblerait à étudier et à voir, c'est le problème des logements sociaux dans la construction des collectifs. Moi, j'ai appliqué dans ma commune une règle toute simple. Lorsqu'un promoteur venait me voir, 20% de logements sociaux, malgré que l'immeuble collectif soit en accession propriété. Et ça fonctionne très bien. Et les gens se supportent sans aucun problème. 20% ne gêne pas du tout la construction d'un collectif. Le problème de la vitalisation des centres-bourgs, où il est très simple, il nous appartient à nous les élus d'être très fermes. Ne pas laisser partir les commerces qui existent encore dans la galerie commerciale qui est à 300 mètres du cœur du village. Ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, eh ben on va à la catastrophe soi-même. Dans ma commune, j'ai 2 pharmacies en centre-ville. Ça fait des années qu'on se bat. Ils ne sont jamais partis du centre-ville. Ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir les garder. Il faut garder du commerce et une vie, voilà. Je pense que c'est ça. Quant au problème des hameaux, les hameaux à construire, ça devrait être beaucoup plus facilité, mais il faut quand même laisser une problématique de superficie du terrain. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent dans les hameaux, surtout les jeunes couples, ils ont tous des voitures. Si on ne leur donne pas la possibilité de stationner à l'intérieur de leur construction, ça se retrouve sur le bord de la route et ça se trouve devant leur propriété, devant leur maison. Et c'est une gabegie par la suite pour la circulation lorsqu'il peut y en avoir. Voilà, c'est la seule chose que je tenais à vous dire, mais surtout les 20%, ça c'est quelque chose qui s'applique très très bien, je l'ai fait pendant des années et je n'ai jamais eu de problème. Merci Michel. Donc nous avons eu 20 intervenants, Madame la Ministre, donc quel succès. Et vous avez donc 20 réponses à faire, au moins, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs questions à chaque réponse. Au moins parce que vous avez chacun posé 3 à 4 questions. Je vais répondre tout de suite sur les questions liées à Action Logement. Je vais prendre un peu l'ordre de vos questions et je m'excuse si je me répète un moment. Et pour répondre à plusieurs inquiétudes qui ont été posées par Valérie Létard, qui va être rapporteure du texte. D'une part, je le redis, ce n'est pas l'État qui a choisi ce projet-là. L'État porte la réforme de gouvernance voulue par les partenaires sociaux. Ça me semble très important de le dire. Et par ailleurs, c'est sous forme d'habilitation par ordonnance. Je ne vous cache pas que je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Nous sommes dans des délais extrêmement contraints et que l'objectif est que Action Logement soit dans sa gouvernance renouvelée au 1er janvier. Et c'est pour ça que l'ordonnance a été choisie. Et je vous dis exactement la même chose que j'ai dit aux parlementaires. On n'aura pas le texte de l'ordonnance écrit au moment de la discussion au Sénat. Nous l'aurons dans les semaines qui suivent. Et moi, je n'ai aucune difficulté à vous en parler avant qu'on ait abouti sur l'ordonnance. Je l'ai dit aux députés et je le dis également à vous. En plus, je pense qu'on a intérêt à être qu'on soit dans une réforme extrêmement consensuelle pour justement avancer.
Par ailleurs, il n'y a pas d'objectif caché de l'État sur le sujet, ni de modifier le pourcentage de la PEC, ni de prendre plus d'argent à la PEC, ni de siphonner Action Logement. Par contre, j'ai un objectif, c'est que l'argent d'Action Logement aille au logement. Et qu'il ne soit pas thésaurisé. Et là, quand même, je pense qu'on peut le dire très tranquillement, et que cet argent-là doit être mobilisé. Il doit être mobilisé sur tous les pans du logement. Construction de logement social, enfin c'est le cas d'ailleurs, construction de logement social, prêt d'accession à la propriété, construction de logements locatifs privés avec la foncière, garantie pour les publics les plus précaires dans l'entrée dans le logement. Aide aussi, et c'est ce que nous avons souhaité avec l'ANA, qui participe un tout petit peu au budget de l'ANA, parce que me semble-t-il, derrière la rénovation, il y a aussi ces questions-là, y compris de remobilisation d'un parc ancien pour également des publics actifs. Et d'ailleurs, Action Logement, dans la négociation que nous avons actuellement, puisque en dehors du texte de loi que je vais vous présenter, je négocie avec eux sur l'évolution de la convention pluriannuelle entre l'État et Action Logement. Action Logement veut mobiliser plus de crédits pour le logement. Ils veulent développer, en dehors du prêt de haut bilan, donc là je reviendrai de la Caisse des dépôts, eux-mêmes un dispositif. Ils souhaitent développer un fonds sur des problèmes extrêmement bloqués, notamment liés à l'amiante dans nos réhabilitations de logements sociaux. Ils veulent augmenter la participation à la foncière, donc eux-mêmes veulent aller plus loin. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de se rénover totalement. Et c'est vrai que c'est un peu... c'est pas une réforme anodine. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec Action Logement dans mes fonctions d'élu local. Et donc, ils ont fait une révolution interne extrêmement importante. Mais il me semble aujourd'hui nécessaire que nous l'accompagnions à quelques conditions. La première, et c'est pour ça que ça a été ajouté dans le texte à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un comité des partenaires. D'une part, pour que Action Logement travaille avec l'ensemble du monde HLM et pas seulement une partie. Mais aussi qu'il y ait un lien avec les collectivités locales, et c'est pour ça qu'il y aura les collectivités locales dans le comité des partenaires, pour répondre à la question de Valérie Létard. Deuxièmement, l'ANCOLS, qui est donc la nouvelle structure qui fait des contrôles et qui en fait de nombreux, aura tous les moyens pour agir sur le contrôle de l'emploi de la PEC. Elle le fait d'ailleurs déjà beaucoup. Et on pourrait d'ailleurs à un moment faire le bilan du passage... de l'évolution vers l'ANCOLS, qui a quand même montré une efficacité meilleure dans l'ensemble de ces contrôles. Enfin, j'ai pas la réponse actuellement sur l'idée de faire une convention territoriale avec les EPCI par Action Logement. Enfin, je ne veux pas répondre à leur place, mais c'est extrêmement, faut être clair, c'est au cœur du débat aujourd'hui. Je pense qu'on en reparlera ensemble la semaine prochaine. Et de toute façon, il faut une déclinaison territoriale de la mobilisation d'Action Logement, et y compris pour des zones pas que très urbaines. On a aujourd'hui besoin qu'Action Logement se mobilise fortement sur ces sujets-là. Concernant le FNAP, et pour répondre et à Dominique Estrosi et à Marie-Noëlle Lienemann, j'ai obtenu qu'il n'y ait plus la double majorité. Grâce, je pense, à un soutien amical, mais répété de certains d'entre vous, et absolument, vous l'avez... Je suis arrivée après ce travail que vous avez mené l'an passé. Il y a une volonté de cogestion, il faut que ce soit de la cogestion. Et donc, y compris que l'État comprenne. Et moi, c'est la ligne que j'ai portée, qui a finalement... donc, dans le cadre... Le décret qui a été envoyé au Conseil d'État, il n'y a plus la double majorité, très clairement. Et je pense aussi que ça ne doit pas être une chambre d'enregistrement, mais que le FNAP doit être l'occasion d'avoir une discussion à un niveau national de comment on déploie au niveau local. Cela me semble évidemment extrêmement important, mais je ne vous cache pas qu'il a fallu faire preuve de pédagogie auprès d'autres ministères. La seconde chose, mais je pense qu'on aura le débat dans le cadre de la loi de finances à venir, il faut que le FNAP soit correctement doté. Et pour revenir à vos questions suivantes, Madame Estrosi, sur l'inadéquation entre les budgets votés, par exemple, sur l'hébergement et la réalité. Moi, je partage votre point de vue. Moi, je vous dis simplement, aidez-moi dans le projet de loi 2017 de m'éviter de, dès le mois de mars, chercher des décrets d'avance sur l'hébergement. Je pense que dans ce pays,
Tout le monde assume la politique d'hébergement, on veut l'améliorer, on veut que l'hébergement soit pérenne, soit moins cher, donc il faut mieux des structures pérennes que de l'hébergement à l'hôtel. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas se raconter d'histoire, puisqu'en fait chaque année le budget est augmenté, chaque année, depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc c'est une discussion certainement un peu de dupe, qui est qu'on vote un budget dont tout le monde sait qu'il est sous-dimensionné, et dont tout le monde sait que chaque année le Premier ministre prend des arbitrages pour qu'il soit augmenté, qui répondent aux besoins des territoires. Et en plus, c'est vrai qu'on voit une mobilisation des territoires sur l'hébergement qui est réelle, avec une amélioration de la prise en charge, très franchement, une professionnalisation des associations très clairement, et puis aussi des collectivités qui ont cherché des nouveaux lieux, des lieux plus adaptés. Donc il faut continuer. Pareil, alors pour les crédits de l'ANA, c'est un peu différent. Sur l'ANA, il y avait d'une part une question qui est liée à la structure du budget de l'ANA, qui est notamment faite sur les quotas carbone. Et c'est une belle idée en soi, mais je pense qu'il faut que nous ayons un prix du carbone pour nous permettre, me semble-t-il, que ce budget soit plus important. Et il y a eu la volonté très clairement de faire 70 000 logements, alors qu'au départ, ce n'était pas prévu pour cela. Et notamment pour répondre à ce que vous êtes nombreux à l'avoir dit, c'est qu'aujourd'hui, on a des dossiers ANA, en fait, qui, fin 2015, n'ont pas pu être traités faute de crédit. Et en fait, fin 2015, nous aurions pu certainement en faire 60 000. Ça dépend des territoires, et donc c'est pour ça que je peux vous dire, c'est la première chose, c'est ça et le FNAP qui ont été mes deux premiers sujets de travail quand je suis arrivée à ce ministère. Et donc on sait que les 70 000 logements, nous pourrons les atteindre. Alors on est sur les ménages très modestes, mais justement on a vu l'effet d'entraînement qui est que quand dans un lotissement on aide à la réhabilitation du ménage modeste, les ménages moins modestes en fait se lancent avec les éco-prêts, avec parfois les mêmes entreprises, donc on doit continuer. Ce qui veut dire aussi que l'objectif 100 000 va exiger qu'il y ait un budget. Alors, l'aide vient du FART, essentiellement. On a eu des redéploiements du PIA aussi pour nous aider. Se posera la question, et je pense qu'on en fera le bilan au-delà de juillet, sur la question des quotas carbone. Et je pense qu'en effet, la structure du budget de l'ANA est un débat essentiel de loi de finances à venir, en sachant que je pense que l'ANA est un des outils qui fonctionne le mieux sur la question de la rénovation, y compris en milieu. Vous avez beaucoup parlé de milieux ruraux, mais l'ANA est quand même un des outils qui travaille le mieux en milieu ruraux et périurbains, tout en couvrant les très grosses copropriétés de nos métropoles. Et c'est pour ça que je pense que cet outil qui maintenant fonctionne bien est inséré dans le milieu professionnel, notamment ils ont des conventions départementales avec la CAPEB, ils ont des liens avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, un tuyau qui marche bien sur la rénovation. Maintenant, il faut le doter de manière puissante, et vous dire aussi que j'espère qu'à cette occasion, on pourrait aussi simplifier les règles de l'éco-prêt, mais c'est un souci qui est partagé par Ségolène Royal. Alors, c'est pas tant au niveau de l'État que comment les banques le mettent en œuvre, pour rien vous cacher, parce qu'on a donc beaucoup de ménages qui sont modestes, mais qui ont quand même une capacité de faire des éco-prêts, aidés par l'ANA en partie, et qui ont un éco-prêt par ailleurs. Mais en fait, le plus difficile, c'est pas d'avoir la subvention ANA, c'est l'ANA qui fait aujourd'hui les éco-prêts, qui va faire taper aux portes des banques pour avoir... Et je pense que là-dessus, il y a un sujet aujourd'hui de savoir comment le milieu bancaire devient un véritable acteur de la transition des travaux de rénovation, et donc nous facilite la mise en œuvre des politiques que nous décidons d'adopter. Et sur ces questions-là, me semble extrêmement important. Sur les APL, vous avez en effet pris des mesures d'économie. Donc les décrets seront publiés d'ici un mois. Il y a eu beaucoup de discussions sur les mesures d'économie qui ont été prises. Il y en avait plusieurs. Il y avait, si je ne me trompe pas, des économies en mettant les APL à l'euro inférieur, qui étaient assez importantes. La question de prendre en compte le patrimoine des bénéficiaires de l'APL. Et puis, la mise en œuvre de certains encadrements de l'APL sur la question des jeunes qui payent des loyers excessifs. Et donc, c'est là-dessus que nous avons travaillé le plus. Donc, ces mesures d'économie devaient rentrer en vigueur en juillet, si je ne me trompe pas, en octobre. Et elles seront... les décrets vont sortir assez progressivement, en sachant quand même qu'il faut qu'on fasse assez attention sur où nous en sommes sur ce sujet. Sur le rapport foncier, les mesures fiscales, donc il y a eu 2 rapports fonciers. Le rapport FIJA, les 2 rapports sont publics. Le rapport FIJA, donc de Dominique Fija, qui répondait à une mission donnée par Sylvia Pinel, et le rapport de Daniel Goldberg. Le rapport de Dominique Fija propose un certain nombre de mesures fiscales. Il les met au débat.
je ne vous cache pas qu'il m'a semblé que ce n'est pas à 1 an d'un débat présidentiel qu'on décide, en tant que ministre du Logement et avec Christian Eckert, on était d'accord, de changer l'ensemble de la fiscalité foncière. Je pense que c'est un débat en soi. Dominique Figeac pose un certain nombre de propositions. Alors, certaines que nous mettons déjà en œuvre, qui est l'amélioration de la transparence du marché foncier. Là, je pense que quand même là-dessus, il y a une nécessité d'accéder aux bases pour les professionnels de l'immobilier. Et franchement, il est temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, au-delà des mesures fiscales, que nous voulons renforcer la stratégie foncière des territoires. Ça passe, et j'y reviendrai, sur le fait que tous les territoires soient dotés d'EPF. Donc, on n'a pas cherché à interdire, mais actuellement, on fait des diagnostics dans les régions pour savoir comment on fait vivre, pour vous dire les choses franchement. Mais je sais qu'il y a un sujet sur Midi-Pyrénées. Les EPF d'État et les EPF locaux, y compris certains qui se concurrencent, mais je pense que les EPF, c'est une des clés de la mobilisation foncière sur l'ensemble des territoires. Et après, il y a la question après de savoir est-ce qu'on ouvre le débat de changer la valeur vénale des terrains. Moi, je pense que c'est un débat formidable, nécessaire. Je ne crois pas que c'est maintenant je vous le dis franchement, je pense que c'est un débat qui fait l'objet d'un débat national d'un autre moment, mais qui, me semble-t-il, est la clé pour évoluer. Et c'est pour cette raison que nous avons laissé dans le rapport l'ensemble des préconisations d'évolution sur les mesures fiscales, qu'aujourd'hui nous les mettons au débat et qu'il me semble que c'est un sujet, je ne les ai pas mis de côté, mais qui me semble doit faire l'objet d'une discussion plus générale sur la question de la fiscalité immobilière, et ça me semble extrêmement important. Le sujet des dents creuses, de la loi Allure et de la loi Littoral, sujet qui est extrêmement important. Un certain nombre d'entre vous m'avaient sollicité dans des questions orales sur le sujet, également à l'Assemblée. Il y a un sujet qui est très lié au Morbihan, il faut le dire très clairement, et y compris, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire, je vous prie de m'en excuser, mais j'aimerais bien organiser une petite réunion avec les parlementaires du département ou de la région, je l'avais évoqué avec Joël Labbé, pour qu'on en parle un peu, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une chose qui relève non pas de la loi Allure, mais de la loi Littoral. Je pense qu'il faut redire les choses telles qu'elles sont. Et qui a en plus, objectivement, eu autrefois peut-être des largesses ou des facilités de l'aménagement qui ne respectaient pas totalement les dispositions législatives, que maintenant, je ne dis pas que c'est une majorité, mais qu'en tout cas, pour l'individu, il y a un sentiment d'injustice, de penser que pourquoi est-ce que je ne peux pas aménager ce que l'autre a pu faire à côté il y a un certain nombre d'années. Parce que d'une part, la loi, je pense, est mieux appliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. Je pense quand même qu'il y a... il me semble qu'il y a quand même un manque, et je l'ai dit dans la question à laquelle j'avais répondu, un manque de pédagogie, donc c'est à moi d'aller le faire sur le territoire, et de compréhension par les services déconcentrés, du STECAL, qui est quand même un outil intéressant, et par ailleurs de l'ensemble des outils d'urbanisme. Et c'est pour cette raison que, parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, je pense qu'on va en rediscuter avec la DHUP, ma direction, pour voir comment est-ce qu'on peut-être, on reprécise des choses très clairement sur le sujet. Mais comment ? Mais moi, je suis toujours disponible pour venir dans le Morbihan, vous savez. Non, mais je pense qu'il faut qu'on en discute parce que et y compris, on voit remonter des éléments de certains départements et pas d'autres, ce qui veut dire aussi que dans d'autres départements, semble-t-il, la pédagogie, départements ruraux, la pédagogie se passe mieux. Et ce qui est très clair, je vais vous dire, c'est qu'on a besoin d'avoir des documents d'urbanisme qui respectent les dispositions législatives. On est encore assez loin, quand même. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, il me semble extrêmement... Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de documents qui sont annulés. Hein. On a beaucoup de décisions, d'autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées sur des documents qui ne sont pas valables. Donc, je pense qu'on a une remise à niveau qui doit se faire, mais y compris l'explication. Néanmoins, moi, je me mets un peu en faux sur l'idée on construirait rien en milieu rural. Aujourd'hui, le PTZ, il est distribué pour plus de la moitié en milieu rural. Ce qui dit des choses pas... Non, mais ce que je veux dire quand même, c'est que ça construit quand même en milieu rural, mais pas forcément en effet dans les centres. Et on a plusieurs questions. D'une part, où est-ce qu'il est le plus utile aujourd'hui pour les collectivités de construire par rapport au coût qu'amène la prise en charge d'une population supplémentaire ?
Est-ce qu'on intensifie les centres? Est-ce qu'on accepte d'élargir un peu au-delà des centres? Ou on va très loin? Non, mais c'est d'ailleurs pour ça, je vous le dis, que je pense que les SCOT, qui est une obligation législative, même si vous n'êtes pas obligé d'avoir un SCOT, et dans ce cas-là, en effet, vous êtes dans l'urbanisme, mais le SCOT vous permet de discuter de tout cela. Le SCOT ne doit pas être considéré comme un frein. Il vous permet de discuter d'ailleurs d'autres choses que de l'urbanisation, notamment de la mobilité, et surtout d'avoir une vision cohérente à une échelle territoriale. Donc, me semble-t-il, après, vous avez raison que se doter d'un élément d'urbanisme supplémentaire peut être un peu effrayant de la part des collectivités. En même temps, je pense que le SCOT, s'il y a un outil à privilégier, je pense que celui-là aujourd'hui est extrêmement important. On a quand même des sujets sur le milieu, on va dire, rural ou périurbain. Plusieurs choses. Ce qui a été dit sur la construction de logements sociaux. En effet, mais moi, c'est un débat que je portais également auparavant en tant qu'élu local. Construire des logements sociaux en milieu, enfin des petites opérations, exige que nous ayons des opérateurs qui essaient de le faire. Il y en a. Je tiens à le rappeler que vous avez dans cette salle la présidente de la Fédération des COP HLM, et c'est pas pour lui faire de la pub, mais il se trouve que les COP HLM, y compris, répondent à cela. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue territorial, et on peut poursuivre les discussions, moi j'ai pas de difficulté à le faire avec l'USH, au niveau territorial, peut-être départemental ou régional, discuter entre opérateurs de même territoire de comment on fait de la gestion quotidienne ensemble. Le sujet n'est pas la maîtrise d'ouvrage, le sujet est de savoir qui va assurer la gestion. Et on l'a vu, y compris dans quelques collectivités, je me rappelle du Sud-Essonne, où à la fin, pour construire parce qu'il n'y a pas parfois, c'est pas pour répondre à la loi SRU. On peut ne pas avoir d'obligation SRU, mais avoir une pression de logement social dans des communes avec des gens qui ont des faibles revenus. Et donc, je pense que quand des maires veulent construire de petites opérations en logement social, il faut qu'on leur trouve les opérateurs. Ils existent. Peut-être que nous avons, nous, un travail de coordination à faire, y compris avec l'USH. Néanmoins, pour ne pas me dérober sur la question des dents creuses et tout ça, je pense que la question que vous avez posée sur la question du hameau, non mais moi je vais regarder certainement qu'on doit s'entendre sur la notion de hameau, et peut-être qu'on doit écrire nous des instructions qui soient plus pédagogiques. Il n'empêche, mais je vous l'avais dit quand on en avait discuté, qu'il est très clair que par ailleurs, c'est pas parce que vous avez une parcelle entre deux maisons que c'est une dent creuse. Et donc on a aussi très clairement, je pense, un manque de pédagogie globale qui est lié au fait qu'on a empilé des visions au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, il faut que peut-être on arrive à avancer. Mais sachez-le, autant moi je me bats pour que les métropoles répondent à leurs objectifs de construction de logements et tout ça, mais je pense que tous les territoires. Et par exemple, les PLH, j'en ai pas parlé parce que je l'ai complètement oublié, mais c'est une erreur de ma part. Le PLH à côté du PLUI, c'est quand même l'outil qui, en plus, permet, de connaître les besoins de sa population, l'état du marché locatif et d'accession. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est vrai que c'est certainement lourd pour des petites collectivités, sauf que ça nous donne une vision à 10 ou 20 ans, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'engager là-dedans. C'est vrai que pour l'instant, on a mis la pression énormément sur les très grosses métropoles et tout ça. Mais les PLH, plus imposer, comme vous l'avez dit, et rappeler aux collectivités territoriales la nécessité qu'elles s'occupent toutes de logement. Les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement sont un outil aujourd'hui essentiel pour parler au niveau régional de l'ensemble des questions de logement, et pas uniquement de celles, on va dire, des grandes métropoles qui peuvent évidemment aspirer plus, les problèmes, les difficultés et aussi l'argent. Et y compris sur les aides à la pierre, je pense que dans des régions avec des fortes métropoles, où ça condense du périurbain des métropoles, il faut qu'on se pose la question comment les aides à la pierre ne sont pas aspirées par simplement les grands centres. Sur l'ANA et les manques de crédit posés par Monsieur César, je pense quand même qu'il faut qu'on regarde peut-être sur ce territoire, parce que on a augmenté la Gironde, absolument. On a augmenté donc les objectifs, et actuellement c'est décliné en région avec l'augmentation des crédits. Donc on est début mai, donc je pense à discuter.
Il y avait d'autres questions. Ah oui, la question de Joël Labbé sur la question du calcul des logements sociaux. C'est une autre question qui m'a été posée, notamment sur la question des zones agglomérées. Je pense surtout qu'aujourd'hui, il faut que d'une part, aujourd'hui, et c'est un choix, et c'est l'esprit de la loi SRU, c'est qu'en effet, le calcul des logements sociaux et les exigences SRU se font à l'échelle de la commune. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas débattre, et je reviendrai après, des toutes petites communes. Mais ça, c'est un second sujet. Mais je pense qu'il y a deux sujets là-dedans. Il y a les communes, on va dire, au-delà de 10 000 habitants et ça, et après, il y a le sujet des petites. Et sur les zones agglomérées et tout ça, je pense surtout, et c'est ce que moi je vais essayer de faire, développer la captation, parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où on ne va pas construire de logements sociaux. Il faut qu'on capte du parc privé dans le cadre de la rénovation ANA, dans le cadre de l'intermédiation locative, et c'est à nous peut-être de mettre des dispositifs plus incitatifs. Sur la question, on le sait aujourd'hui, il y a des effets de seuil dans la loi SRU qui sont liés à l'augmentation voulue dans la dernière loi mobilisation foncier public, mais aussi à la nouvelle carte des intercommunalités. C'est ça aussi qui change la donne, c'est les nouvelles EPCI, etc. On a, et y compris, mais c'est un débat qu'on va avoir dans le projet de loi égalité et citoyenneté, il y a tout un volet SRU pour, réparer des effets de seuil qui n'ont plus de sens. Parce qu'y compris, on a vu dans des agglos où, en fait, juste autour de la ville, il n'y a pas d'exigence de SRU, mais il y en a au fin fond de l'agglo pour un certain nombre de critères. Donc, on va revenir là-dessus dans le cadre du texte de loi égalité et citoyenneté. Et il me semble par ailleurs que maintenant, il faut qu'au moins la discussion sur des demandes d'exonération, cette discussion, moi, ce que je propose, c'est que maintenant, on politise le débat et qu'il ait lieu au sein des intercos. Parce que je ne pense pas qu'il est tout à fait normal que dans ce pays, ça soit en fait la ministre du Logement qui décide, in fine, toute seule, de savoir si ou pas elle laisse une commune là-dedans. Donc, il me semble qu'à un moment, il faut des délibérations des intercommunalités si on le souhaite et qu'on regarde les choses très clairement. Parce qu'il y a des endroits où il y a des communes qui sont des petites communes qui ont des exigences faibles en SRU, mais qu'elles ont du mal à tenir, mais où par ailleurs, il y a une très forte demande de logement social. Je pense que ce qui change, ce n'est pas la taille de la commune tout de suite, c'est de savoir est-ce qu'il y a une pression ou pas, une demande de logement. Le problème, il est là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des territoires qui nous disent on n'arrive pas à construire, mais par ailleurs, on n'a aucun demandeur, et les préfets nous disent la même chose, là, ça doit nous interroger. Il y a d'autres endroits où nous avons, même dans des communes de 4 000 à 5 000 habitants, énormément de demandes de logement social avec un parc de logements qui est en fait très, très cher. Et c'est pour ça quand même, mais on y reviendra dans le cadre du texte de loi avec y compris des analyses territoriales très fortes, on y reviendra pour avancer sur ces questions d'effet de seuil, mais aussi de répondre sur comment est-ce qu'on peut, avancer. Pour répondre aux quelques questions sur actuellement, sur la reprise par les préfets des permis de construire dans le cadre de l'application de la loi SRU, les chiffres à aujourd'hui, on a 21 permis de construire qui ont été accordés par un préfet pour 520 logements. On a eu 110 préemptions pour 1800 logements. Et sur la liste des 36 communes qui avaient été publiées dans le cadre du comité interministériel d'octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises, la liste qui avait été publiée par Thierry Repentin. Donc, c'était des communes carencées qui étaient en grand retard, qui avaient été montrées. 22 vont reprendre l'instruction des permis de construire en toute ou partie de la commune. Et on a 29 préemptions sur ces 36 communes. Donc, on a une évolution très forte. Avec ce que l'on voit surtout, c'est que depuis qu'on fait un travail, on va dire, plus incarné avec Thierry Repentin sur ces questions-là, on a des communes qui se dotent des contrats de mixité sociale. On a des communes qui souhaitent travailler avec les préfets, même si parfois elles demandent que le préfet prenne le permis de construire. On l'a vu à plusieurs reprises, y compris dans l'agglomération lyonnaise, où la commune est tout à fait favorable au programme, mais elle nous a demandé de prendre le permis de construire pour, en fait, mettre fin à un débat municipal. Ça avance. Donc, ça avance quand même dans les communes carencées, sauf certaines qui, objectivement, n'avancent pas du tout.
leur chiffre est faible, mais parfois certaines d'entre elles doivent produire énormément de logements. Et notamment à l'occasion du débat que nous aurons sur le texte égalité citoyenneté, moi je pense qu'il faudra qu'on regarde aussi voilà, l'effort qui a été fait par beaucoup de communes, ce que ça produit comme logement et ce qu'on peut faire. Il faut quand même penser que si l'ensemble des communes concernées par la loi SRU actuellement construisaient les logements qu'elles doivent faire d'ici 2025, on doit produire 700 000 logements sociaux. C'est ce que relève l'étude d'impact. Et il me semble quand même que ça nous donnait à réfléchir quand même du potentiel que nous avons là-dessus pour avancer. Alors, oui, l'aide aux maires bâtisseurs, parce qu'il se trouve que j'ai eu un bilan très précis, mais que je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui. Donc, je vous donne quelques chiffres, mais que je pourrais être amenée à repréciser. L'aide aux maires bâtisseurs, elle a été en fait distribuée sur le... Ah bah si, elle est là, oui, mais elle est trop... un peu compliquée. Elle a été distribuée en fait sur le deuxième trimestre de 2015. Donc, il y avait 472 communes qui en avaient bénéficié pour 16 700 logements et pour en gros 35 millions d'enveloppes. Sur le premier semestre 2016, on a 532 communes qui en bénéficient pour 34 000 logements et 47 millions d'enveloppes. Donc une évolution assez importante. Je ne vous cache pas que pour l'instant, on n'a pas ouvert le débat d'assouplir les critères parce qu'en fait, on est plutôt sur avoir une mobilisation plus forte de l'enveloppe pour que l'aide aux maires bâtisseurs reste substantielle. Elle est aujourd'hui, je crois, autour de 2 000 € pour qu'elle reste une aide incitative, puisqu'en effet, un certain nombre de communes arrivent à répondre aux 3 critères. Ça ne veut pas dire que le débat est fermé pour l'avenir. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on touche des communes très différentes, et en tout cas que celles qui le touchent parfois en le découvrant, en fait, elles ne l'ont pas cherché, nous disent que ça les aide considérablement. Donc on va regarder, là on a reçu un premier bilan, on est en train d'étudier cela avant d'avancer sur le sujet. Ça, j'en ai parlé. Oui, alors sur les EPF, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, on a des territoires qui sont couverts par un EPF d'État, un certain nombre qui ont des EPF locaux, avec d'ailleurs un outil, enfin des EPF qui fonctionnent très bien, et une nouvelle carte des régions. Donc, j'ai demandé en fait aux 5 régions qui ont fusionné, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, dont je ne connais pas le... Moi, je connais. Mais quel est le nom? Il n'y a toujours pas de nom. Non, voilà. Ce sera la nouvelle Aquitaine, sans doute. Auvergne-Rhône-Alpes, Midi-Py, Languedoc-Roussillon, Grand Est et Hauts-de-France. On a lancé un diagnostic pour poser la question. Est-ce que parfois il y a 2 EPF, parfois il n'y en a qu'un, parfois il n'y a rien, parfois il y a un EPF et un EPFL. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de ce diagnostic, on trouve des solutions en lien avec les collectivités. Donc, je vais discuter avec l'ensemble des collectivités concernées pour que tous les territoires aient un EPF. Tous les territoires aient un EPF. Et il me semble par ailleurs qu'il faut que nous arrivions à faire comprendre à l'ensemble des communes qu'il y a un avantage à avoir une convention de veille foncière avec les EPF. C'est un outil formidable. Ça ne veut pas dire que l'on perd sa capacité à construire, mais on fait de la veille foncière. Quelqu'un m'a interrogé tout à l'heure sur le problème des friches, notamment en milieu rural, avec des problèmes de bâti ancien. Mais le PFL d'Auvergne, construit en milieu rural depuis 40 ans, je le dis puisqu'il fêtera ses 40 ans en octobre, et permet à des petites communes de construire. Donc, en fait, il faut qu'on dote ces communes de ces outils. Et à côté de ça, on a des endroits où on a des friches industrielles extrêmement polluées, dont le coût est extrêmement fort. Et je pense qu'il n'y a que des EPF d'État avec une TSE qui nous permettront de faire face à cela. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on aide cela. Et en effet, il y a un sujet dans le Tarn. Je ne vous cache pas qu'on est en train de discuter avec l'ensemble des acteurs. Il me semble qu'il va falloir qu'il y ait une clarification in fine des opérateurs sur le territoire. Moi, j'attends déjà les diagnostics que j'ai demandés au préfet et après consultation de l'ensemble des collectivités sur le sujet. Les expulsions. Oui, même en tant que ministre, je pense que les expulsions, c'est un échec et
et que par ailleurs, ça coûte beaucoup d'argent pour pas grand-chose, puisque les personnes que l'État expulse, l'État les reloge. Et il me semble qu'aujourd'hui, on doit poursuivre ce qui a été fait. D'une part, donc, on a lancé le plan national de prévention des expulsions, avec maintenant un dispositif qui doit se décliner par département, avec des chartes, des correspondants uniques dans chaque département. Et il est certain qu'aujourd'hui, on voit surtout des différences de traitement entre là où on fait de la prévention des expulsions et là où on ne la fait pas, y compris dans le logement social, où on a des endroits où les bailleurs sociaux, par un travail de prévention dès le premier impayé, obtiennent des résultats importants. Ce qui n'empêche pas d'expulser des locataires de mauvaise foi. Moi, je le dis très franchement. Je suis saisie parfois de certains cas, y compris là d'un cas de locataires qui, depuis 2004, sont en problème récurrent d'impayés. Nous sommes en 2016. Je pense qu'on peut s'interroger sur certaines difficultés. Mais il faut d'une part que ce plan existe et que l'on continue à travailler. Et ensuite, qu'on travaille aussi sur la question des locataires de bonne foi. Et vous le savez qu'un décret va sortir, là j'attends imminemment, c'est le décret du maintien des APL pour les locataires de bonne foi, qui était attendu pour justement construire les plans d'appurement de manière beaucoup plus correcte. Je conviens que le plan national d'expulsion qui est maintenant lancé opérationnel n'a pas encore été assez porté et connu, mais c'est un travail sur lequel je vais évidemment m'engager. Concernant l'accès au logement des personnes les plus démunies, je voudrais juste rappeler que le DALO n'a rien à voir avec les revenus. Hein. On a des bénéficiaires DALO qui ont des revenus. C'est la suroccupation, l'insalubrité, etc. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des dispositifs sociaux et qui n'ont aucun revenu. Et donc qui ne rentrent pas dans le logement social et qui relèvent plus de dispositifs d'hébergement et de grande solidarité. Il y a quand même une question qu'on doit s'interroger, c'est comment on rend solvables ces ménages, par l'emploi, par la formation, par y compris la solidarité nationale, notamment avec le RSA, parce qu'il faut être très clair qu'il y a ça. Après, il y a un second travail sur lequel les bailleurs sociaux travaillent beaucoup, c'est qui rentre dans les logements sociaux. Et ça va être aussi un des débats du texte de loi égalité citoyenneté. Vous le savez, en fonction des niveaux de logements sociaux, on a des planchers et des plafonds. Est-ce qu'on fait rentrer des ménages qui rentrent bien entre ces planchers et ces plafonds? Est-ce qu'on fait rentrer des ménages qui dépassent un peu les plafonds ou qui les dépassent de beaucoup? J'ai compris, on parlait tout à l'heure des contrôles de l'Ancols. Dans le cadre de l'Ancols, on a contrôlé un office HLM parce qu'il est condamné, parce qu'il relogeait que des gens qui étaient très au-delà des plafonds. Et oui, alors c'est des sangs, enfin, voilà, ça arrive. Comment? C'est très rare, mais là, c'était c'était suffisamment important pour que l'Ancols, ex-Milos, que l'Ancols soit saisi. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il faut qu'on redise des choses très simples. D'une part, le logement social dans ces différents plafonds est fait pour une grande majorité des Français, y compris beaucoup de Français qui ont des revenus, mais le PLAI aujourd'hui, quand on est un SMIC à temps partiel, on est exigible au PLAI, et il faut aujourd'hui aussi qu'on ait un travail sur l'attribution plus fort, mais par ailleurs, qu'on produise du logement dans tous les dispositifs de construction d'un parc privé. Il faut qu'on ait du parc privé abordable. Et on ne va pas répondre à toute la question sur du logement social. Et tout à l'heure, on discutait du fait que dans toutes les opérations privées, il y ait un pourcentage de logements sociaux. Ça marche en effet très bien dans beaucoup de communes. Les dispositifs d'accession sociale à la propriété fonctionnent bien. C'est comme des ménages qui ont des faibles revenus qui rentrent dans l'accession sociale à la propriété. Mais il n'empêche par ailleurs qu'il faut qu'on trouve, et c'est une discussion que moi j'ai avec les promoteurs immobiliers, qu'il y ait aussi un effort qui soit fait sur les prix, y compris en période de reprise, qui n'augmentent pas les prix de sortie de leur logement au moment où la reprise est là, parce qu'on a besoin d'un parc privé abordable, et je pense qu'il nous manque foncièrement. Sur quand les engagements du président de la République vont rentrer vont arriver pour répondre à Marine-Noëlle Lienemann, les prêts de haut de bilan, j'espère l'annoncer dans les 15 jours. Enfin, c'est à mon agenda en tout cas, donc moi je suis prête. La Caisse des dépôts aussi, je crois, donc on devrait y arriver. Sur la foncière, une lettre de mission vient d'être donnée à Thierry Repentin, qui a quelques mois pour
mettre en œuvre la position pour créer la foncière et surtout convaincre l'ensemble des ministères de participer à la mobilisation du foncier public. Sur la question des baisses de loyers les plus élevées, je pense qu'on en parlera dans le texte de loi, mais ça en fait une réflexion, d'ailleurs, qui n'est pas simplement législative, notamment de voir si, dans certains endroits, on travaille à financer un baisse de logements qui était en gros en PLS pour aller vers du plus, si je peux dire les choses comme ça. Et sur la garantie locative, donc aujourd'hui, des annonces ont été faites sur l'élargissement de la garantie Visale, en sachant par ailleurs que il y avait une négociation avec Action Logement d'ores et déjà pour élargir Visale à d'autres publics. On poursuit cette discussion d'une part sur les publics jeunes, même si beaucoup des publics jeunes qui sont couverts par Visale, puisque tous les jeunes qui ont une activité salariée ou qui vont en avoir sont couverts par Visale, y compris les apprentis qui disposent de garanties. Et Visale garantit ces jeunes à l'entrée du bail pour 3 ans, c'est gratuit. Et s'ils ont un autre bail, ils sont garantis de nouveau. Et c'est très important, je pense surtout à tous ces jeunes qui ont une activité salariée à temps partiel. Ils sont garantis par Visale. Ils sont même garantis s'ils ont simplement une promesse d'embauche et ils ont 1 an pour que cette promesse d'embauche se transforme en CDI. Visale garantit aussi des salariés en mobilité, des salariés précaires qui ont plus de 30 ans. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est son élargissement, notamment un sujet qui me semble important, ce sont tous les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, qu'on pourrait qualifier de travailleurs indépendants, mais le terme n'est pas tout à fait exact, mais qui sont en fait tous ceux qui ont des contrats, on va dire, singuliers, notamment sur les questions des gens qui sont embauchés dans le numérique avec des statuts extrêmement différents. Est-ce qu'on pourrait les faire entrer dans Visale? Il y a des discussions aussi pour voir comment Visale va s'appliquer et donc comment on le rend plus visible auprès de l'ensemble des publics. Et donc, on a une discussion là avec Action Logement aujourd'hui pour justement travailler à cela. On est en discussion. Donc, nous allons avancer. Je prends ma liste. Je prends ma liste. Sur les femmes victimes de violences, alors je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet qui est très clair, c'est que on a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, mais en fait qui deviennent victimes de mal logement parce qu'elles ont dû quitter le domicile. Là-dessus, il semble extrêmement important qu'on rappelle que ces femmes n'ont pas un problème de logement souvent, mais un problème de violence. Semble extrêmement important. Le gouvernement s'est engagé, dans le cadre du plan pauvreté, à mobiliser 1650 places d'hébergement ou de logement. Il y en a 1150 qui ont été prévues. On doit encore en créer 500, mais cet objectif sera évidemment tenu. Mais ça, c'est surtout des places qui nous permettent, y compris, d'avoir des places dédiées en centre d'hébergement, y compris en cas d'urgence. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de femmes qui quittent le domicile en urgence absolue. Le sujet, c'est comment elles rentrent dans le logement, notamment social, in fine. Il y a aujourd'hui des partenariats avec des bailleurs sociaux et des territoires qui fonctionnent très bien, où en fait on regarde le dossier de ces femmes et elles peuvent en tout cas être logées par exemple sur le contingent d'un réservataire. C'est ce que moi j'ai porté dans la région Île-de-France, où quand même chaque année nous relogions plus de 250 femmes avec enfants dans du logement social de manière pérenne, des femmes qui d'ailleurs retrouvaient un revenu. Et là-dessus, je pense très clairement que nous devons avancer. On n'est pas encore totalement, je pense, au niveau d'exigence qui devrait être le nôtre. J'ai parlé en effet du niveau de la mer tout à l'heure et de l'impact que ça va avoir sur les politiques d'aménagement et aussi sur les questions des propriétés concernées. Pour rien vous cacher, je pense que je vais lancer là-dessus une mission sur le sujet, parce que je pense qu'il faut qu'on travaille, non pas sur la question, c'est un autre débat, hein, mais sur le constat au niveau de la mer, mais qu'est-ce que ça implique pour les collectivités, pour les propriétaires, ça a aussi des implications très importantes. Et en effet, plusieurs territoires ont déjà montré les coûts induits que cela va amener sur les politiques d'aménagement. Ça me semble extrêmement important. On a évoqué la question des centres-villes anciens qui étaient en déprise. C'est en effet un sujet.
Alors là-dessus, d'une part, on peut quand même noter que l'action qui avait été faite dans le cadre du PNR-CAD, donc Programme national de requalification des centres anciens, alors c'est pas toujours des marchés en déprise, a permis quand même des réflexions très fortes. C'est un programme porté par l'ANRU. On doit continuer. Et ce qui est certain, c'est qu'il me semble que ce n'est pas la question d'un territoire en déprise ou pas qui doit nous décider de l'action. On a aujourd'hui, d'une part, des territoires en déprise où néanmoins, on est quand même, nous, en recherche de logements, y compris il y a des publics qui peuvent être intéressés par ces logements. Mais on l'a vu, sur des villes moyennes quand même comme Saint-Étienne, où c'est un sujet important, mais on a des villes plus petites qui sont très confrontées à ce sujet-là. Il faut, notamment avec l'ANA, mais pas seulement, aussi avec des établissements publics fonciers, qu'on ait une vraie politique de ce côté-là. Et alors, il y a évidemment ce qui a été fait dans le cadre de l'action sur les centres-bourgs, mais ça ne répond pas totalement, obligatoirement, à ce sujet-là. Sur les successions difficiles et de fait qu'amènent des ruines, je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais c'est en effet une question qui est posée, mais je ne saurais pas y répondre. Et pour répondre à la question, la remarque de Michel Houel sur la question des centres commerciaux, je pense aussi qu'on est aujourd'hui face à une contradiction très forte, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne trouve pas de foncier pour faire du logement, mais on en trouve pour faire des parkings de supermarchés. Et on s'est quand même arrivé à un stade où, d'une part, vous l'avez dit, en plus on utilise souvent de la terre agricole qui est assez intéressante parce qu'elle est quand même encore en zone urbaine et elle est très utile. Mais c'est surtout par ailleurs, là je parle au-delà de mes compétences, qu'on est dans des endroits où on a trop de centres commerciaux, on a trop de galeries marchandes, on a des trucs qui ne tiennent pas économiquement. Mais je m'excuse, mais il y a beaucoup trop d'élus qui veulent avoir leur centre commercial, que ça soit en zone périurbaine ou rurale ou en zone très urbaine. Moi, je suis francilienne. On a des centres commerciaux tellement nombreux qu'il y en a plein qui s'écroulent parce qu'économiquement, ils se concurrencent trop. Et il y a eu beaucoup d'études faites par des acteurs économiques sur le fait en disant à un moment, il faut arrêter. Pourquoi je dis cela? Parce que le problème de ces centres, en plus, c'est que c'est très horizontal, ça consomme un foncier fou, on n'utilise même pas les toitures pour faire des énergies renouvelables, et ça n'a pas de sens. Et là-dessus, je ne vous cache pas que moi, je suis sollicitée en tant que ministre du Logement de tas de sujets dans des communes moyennes, où des habitants ou même des groupes d'élus m'écrivent pour qu'on bloque des projets d'aménagement là-dessus. Et là, mais bon... il y a aussi des endroits où il y a des besoins importants de développer ces infrastructures. Mais je pense, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a voulu, nous, que les aménageurs, tous les acteurs de l'aménagement se retrouvent dans un réseau d'acteurs, y compris pas simplement les gros aménageurs, des grands établissements publics qui ont des surfaces immenses aménagées avec parfois beaucoup de fonds, mais également des petits aménageurs. On a ce réseau qui marche depuis 1 an. J'étais aux dernières rencontres, ils étaient 450 à peu près. Ils discutent aussi de cela. Et il me semble que là-dessus, il faut aussi qu'on gagne cette bataille. Parce que je pense qu'en effet, il y a une concurrence in fine extrêmement forte. Et par ailleurs, on doit faire des logements là où aussi on a soit des services publics, soit quand même des services publics, mais aussi des endroits où on peut simplement s'acheter de quoi manger. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, la question du lien, en fait, vraiment de refaire de la ville, ou en tout cas de l'aménagement, où on met du logement, mais aussi de l'activité économique de proximité est essentielle. Et c'est pour cela que nous, on voit quand même qu'il y a une dynamique qui existe quand même aujourd'hui sur le PLUI. On voit un certain nombre de collectivités qui sont en train de bouger totalement dans une coélaboration de leurs documents d'urbanisme qui permettent, je l'espère à terme, peut-être d'éviter ces quelques sujets-là. Et par ailleurs, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on voit des villes ou des métropoles qui se spécialisent dans le recyclage de foncier utilisé, notamment de l'ancien foncier utilisé par les centres commerciaux en entrée de ville qui ne marchent pas. Enfin, un travail sur les zones d'activité. Je rappelle que les établissements publics fonciers, c'est aussi leur boulot. Ils font aussi du remodelage d'activité économique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on dote les territoires plus fortement sur ces sujets-là pour leur permettre d'avancer et pour justement nous permettre de construire des logements vraiment là où nous en avons besoin. Voilà, peut-être que j'ai oublié des questions, mais...
je crois avoir fait le tour, mais vous aviez beaucoup de questions et voilà, peut-être que j'en ai omises quelques-unes. Oui, merci Madame la Ministre. Beaucoup de questions, puisqu'il y avait 20 intervenants qui vous ont posé des questions et vous avez répondu avec beaucoup de précision. Et je tiens au nom de tous mes collègues à vous remercier. Donc nous aurons l'occasion, dans votre texte de loi, donc égalité et citoyenneté, de vous entendre à nouveau. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous recevrons ici devant la Commission des affaires économiques. Merci Madame la Ministre. Merci Madame.